Alors, je pense que la question de Paris et de l'Europe est une question extrêmement pertinente, mais qui est quand même un peu un impensé. Enfin, on en parle peu. Je pourrais d'ailleurs dans mon propre livre là, qui s'appelle Paris, France, Monde, hein, l'Europe, au fond, je me suis fait moi-même la réflexion, est un peu le chaînon absent. On a plus tendance à penser Paris par rapport au reste du monde, Paris peut-être par rapport à Londres, à New York, à Tokyo, que Paris en Europe. On n'est plus à. Enfin, je cite dans mon livre ce texte extraordinaire que je recommande à tout le monde, qui est le petit opuscule que Victor Hugo avait écrit pour l'exposition universelle de 1867, je crois, qui est un hymne à Paris incroyable, et où, sans aucun complexe, il trouve Paris est la capitale des États-Unis d'Europe. Hein. C'est une évidence absolument pour Victor Hugo. Aujourd'hui, quand même, ce serait difficile à faire accepter, je pense, à nos voisins, hein, que Paris est la capitale de l'Europe. Et je pense que Paris et Londres, c'est intéressant de comparer Paris et Londres. Londres est vraiment, joue la carte d'une ville globale. Hein. C'est-à-dire, bon, Londres se trouve être sur la Tamise, en Angleterre, mais bon, Londres s'est vraiment tourné complètement vers le reste du monde. Au fond, on se fiche un peu de ses relations avec le nord de l'Angleterre, par exemple. Paris, c'est pas la même chose. Moi, je dis souvent Paris est plutôt une ville semi-globale, en ce sens que, bien sûr, elle est insérée aujourd'hui dans la globalisation très fortement, mais en même temps, ça reste avant tout la capitale politique, économique, culturelle de la France, hein, et de ce que j'appelle, moi, la tête de pont, enfin, de cette espèce de métropole française globale qui est, à mon avis, en train d'émerger entre Paris et puis les grandes villes qui sont à quelques heures de TGV et qui forment aujourd'hui, à mon avis, une espèce de tout. Voilà. Alors ça se voit aussi dans la façon dont ces deux grandes villes se positionnent par rapport au reste du monde. Je prends le domaine universitaire, de la technologie, etc., donc je connais un peu mieux. C'est clair que Londres est dans une position où il cherche d'abord à attirer les ressources du reste du monde. D'ailleurs, l'immigration à Londres est très importante et beaucoup plus qualifiée qu'à Paris. Il y a aussi beaucoup de gens riches qui investissent à Londres, voilà, etc. Donc, mais quand ils pensent développement technologique, quand ils pensent développement universitaire, ils pensent aussi comment capter, un peu comme les Américains aujourd'hui, comment capter les ressources venant du reste du monde. Nous, on est, je vois dans le cas de Saclay, notre énergie est complètement absorbée par comment rationaliser notre bazar français, comment faire en sorte que nos ressources, qui sont formidables, hein, mais qui sont mal organisées, comment d'abord mieux organiser ces ressources. On est très introverti de ce point de vue-là, et on n'est pas encore vraiment dans l'idée que un pôle comme Saclay, par exemple, il y a déjà beaucoup d'étrangers à Saclay. On n'a pas une vision aussi cosmopolite que peuvent l'avoir aujourd'hui les Anglais. Regardez Sciences Po et la London School of Economics, pour prendre un exemple de deux institutions qui se regardent et qui se comparent. Bon, la London School of Economics, c'est un truc absolument mondialisé, vous trouvez alors vraiment totalement cosmopolite. Hein. Parle anglais, bien sûr, mais totalement cosmopolite. Sciences Po Paris, ça reste une usine à cadres et élite française qui s'ouvre, hein, mais qui n'est pas internationalisée de la même manière. Non, Paris attire beaucoup d'étudiants européens. Il y a beaucoup d'étudiants européens à Paris. C'est une des destinations favorites des Erasmus, hein, malgré le fait que la vie y est chère, et le logement en particulier, etc. C'est quand même pas une ville très accueillante pour les jeunes fauchés, hein, Paris. Mais c'est une ville tellement excitante, formidable que voilà. Alors, c'est pas le bon compromis de Barcelone. Oui. Barcelone, c'est excitant aussi, mais c'est moins cher. Donc, d'ailleurs, si on part de ça, je pense qu'aujourd'hui la concurrence européenne, elle n'est pas seulement entre Paris et Londres. Hein. Bien sûr, il y a Paris et Londres. Mais la concurrence, elle va être aussi, et elle est déjà, je pense, avec les métropoles de deuxième rang. On n'a pas vraiment en France. Hein. Et Berlin, très attractif aujourd'hui, pour les mêmes raisons d'ailleurs, parce que Berlin est beaucoup moins cher que Paris. Quand même une ville intéressante, quoi, très intéressante, où il se passe beaucoup de choses.
Amsterdam, Milan, Madrid. Je pense qu'il ne faut pas imaginer que en Europe, la prédominance des deux grandes villes multimillionnaires est forcément à l'abri d'une concurrence croissante de ces villes qu'on a dit de second niveau, mais qui offrent aujourd'hui un équilibre entre disons, la qualité de vie, les ressources culturelles, etc., qui sont considérables évidemment, et moins de congestion quand même que dans des très grandes villes comme Paris ou Londres. Attirer d'abord les investissements. Bon, c'est un sujet très... Vous savez, il y a des tas de baromètres pour regarder, puis de chiffres pour regarder où vont les investissements internationaux aujourd'hui dans le monde. Les pays émergents, par exemple, investissent beaucoup aujourd'hui. C'est très important de savoir où les grandes firmes qui sont montantes dans les pays émergents, en Chine, en Inde, etc., se constituent en fait des têtes de pont, et c'est important de savoir où mettre ces têtes de pont. Est-ce qu'elles les mettent à Paris, à Berlin, à Vienne, à Francfort, à Londres? C'est très important, parce qu'après vous avez un peu des effets d'irréversibilité qui se créent, hein, des dépendances du chemin. Donc c'est quand même important d'être bien positionné dans l'attraction des capitaux internationaux. Le problème est qu'on ne sait pas les mesurer, que l'attractivité de la France en termes d'investissement direct étranger a énormément baissé, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Enfin, la position de Paris pour ça n'est pas formidable, parce qu'il y a quand même une image un peu anti-business, etc., qui n'est pas forcément réelle, mais qui existe, hein, et en particulier dans le monde anglo-saxon et le monde des pays émergents étant comme très des grands investisseurs émergents et très imprégnés par la culture anglo-saxonne. Donc il y a cette concurrence-là. Puis après, il y a la concurrence qui est, à mon avis, aujourd'hui plus importante, qui devient plus importante, qui est, elle, très peu mesurée, qui est la compétence pour attirer les talents, pour attirer les gens. Bon, dans tous les domaines, hein, le domaine de la culture, le domaine des sciences. La science et la technologie américaine ne fonctionnent que grâce à ça. Les États-Unis restent de loin l'économie la plus innovante du monde. Enfin, tous les grands, vous savez comme moi que toutes les grandes firmes de l'économie du numérique, par exemple, sont pratiquement toutes aujourd'hui américaines, puis ça commence en Chine, hein, très peu, pratiquement pas en Europe. Mais la base de ce développement, ce sont pas les jeunes Américains. Ce sont de plus en plus les jeunes Européens, surtout les jeunes Indiens, Chinois, etc. Les grandes universités américaines qui jouent un rôle majeur dans la dynamique du pays sont des aimants extraordinaires pour attirer les jeunes les plus brillants du monde. L'Europe est très 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 mal positionnée par rapport à ça. Et Paris en particulier. La place reste attractive. Il y a beaucoup de jeunes étrangers brillants à Paris, mais pas autant qu'il devrait y en avoir. Alors il y a des tas de raisons à ça. Une des raisons, c'est le manque de visibilité. Hein. L'image de Paris reste pas assez marquée. Je vais y revenir d'ailleurs dans le domaine de la science, de la technologie, de l'industrie. C'est un message que Paris ne porte pas au reste du monde. Hein. Paris regarde cette image glamour, culture, cuisine, etc. Très bien. Il ne faut surtout pas cacher là-dessus, mais enfin, c'est pas la seule réalité. Et puis on n'a pas les grandes marques, tout simplement, qui attirent ces jeunes gens, qui ensuite restent dans le pays, souvent. Aux États-Unis, le nombre les chiffres, quand on regarde, il y a des études qui ont été faites pour voir le rôle des foreign born, des gens qui sont vraiment nés à l'extérieur, pas seulement des Chinois naturalisés américains, hein, mais des gens qui sont vraiment nés à l'étranger. Dans la création des entreprises technologiques américaines, c'est des taux énormes. Ils sont très 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 présents. Le renouvellement innovateur des États-Unis se fait largement à travers ces diasporas mondiales, qui ensuite créent aussi des ponts géopolitiques très très importants avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Indonésie, etc. Nous, on est un peu en dehors du coup pour ça. On exporte beaucoup de cerveaux à la Silicon Valley ou à New York, mais
Inversement, on n'en reçoit pas autant qu'on pourrait en recevoir. Il y a un tas de raisons, il y a cette raison d'image, on n'a pas les grandes marques que sont les grandes universités américaines. Les marques, Silicon Valley, Stanford, Berkeley, ça fait rêver tous les jeunes chinois dès l'âge de 14 ans ou avant. Il y a même des manuels qui existent, hein. C'est comment, pour les familles, c'est comment envoyer vos enfants à Harvard être sûr de gagner. Enfin, bon, nous on a quoi? On a la Sorbonne, mais bon, la Sorbonne c'est quand même un truc un peu... Les gens d'ailleurs, quand ils arrivent, ils sont surpris, ils disent mais c'est où? C'est quoi ce dédale de trucs? Ça, c'est une des raisons du projet de Saclay, c'est d'installer des marques de ce type-là, mais il faudra du temps. Saclay est en concurrence avec ses pôles, c'est pas Saclay d'ailleurs, c'est Paris. C'est Paris. C'est Paris-Saclay. Paris-Saclay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saclay est partie intégrante de Paris et que c'est Paris globalement qu'il faut vendre aujourd'hui. Hein, à travers Saclay, mais aussi à travers le pôle fantastique de Paris-Centre, est en concurrence avec New York qui se redéploie beaucoup dans la technologie. Bloomberg a pris des initiatives très fortes pour repositionner New York, faire venir des ingénieurs à New York. New York est une ville de financiers, comme vous le savez, mais assez peu de technologies qui sont en train de monter très fort. L'informatique se développe très fort à New York. Évidemment la Silicon Valley, évidemment d'autres pôles, et puis aujourd'hui des pôles en Asie, etc. C'est à ce niveau-là qu'il faut jouer. Je pense que le positionnement sur le tourisme, le luxe, etc. Reste majeur. Il ne faut surtout pas abandonner ça. Mais il y a un autre champ, il y a deux autres champs en fait qui sont connectés et où Paris n'est pas positionné comme il devrait l'être, ni en Europe, hein, ni dans le reste du monde. C'est l'industrie. Ça peut paraître bizarre de dire, mais Paris est une grande capitale industrielle, il n'y a pas beaucoup de production à Paris, il n'y a plus d'usines. Mais il y a des bureaux d'études, Paris est une grande plateforme industrielle diversifiée en termes de compétences, diversifiée, hein, c'est ça qui est important. Vous avez à la fois de la pharmacie, des biotech, vous avez de l'électronique, vous avez tous les grands secteurs aujourd'hui qui sont représentés, qui forment une espèce de grande plateforme qui est très peu connue, enfin pas suffisamment valorisée, qui est très franco-française, hein, pas vraiment européenne. Et puis vous avez en connexion avec ça le monde universitaire lui-même. Paris est quand je parle de Paris, je parle du Grand Paris, hein, c'est la région du monde où il y a si on prend un indicateur simple, le nombre d'enseignants-chercheurs, on est numéro 1 dans le monde, à peu près à égalité avec la Silicon Valley, etc. C'est un potentiel gigantesque, très supérieur à celui de Londres. Bon, si on veut être un peu fair play, il faudrait ajouter Oxford et Cambridge, hein, mais Oxford et Cambridge, c'est pas quand même tout à fait Londres. Et Paris, le pôle parisien, c'est Londres plus Oxford plus Cambridge. Très supérieur à ce qu'il n'y a pas de pôle équivalent en Allemagne, il n'y a pas de pôle équivalent en Italie, en Suisse, etc. Donc il faut... Et ça, au fond, personne ne le sait, même en France. On s'épuise dans des chicaillas internes. Je vais vous en donner un exemple, qui sont absurdes. Et personne ne sait vraiment les enjeux. Donc Paris a été, au Moyen-Âge, l'université de Paris, c'était la moitié de la ville, c'était l'université. Hein. La rive gauche, c'était l'université de Paris. Relisez Le Goff, puisque malheureusement d'actualité. Paris était la capitale intellectuelle de l'Europe, quand même, hein, avec quelques autres pôles, mais de moindre importance, comme Bologne, Montpellier, etc. Bon, ben, c'est une place que Paris pourrait reprendre. Et je trouve que moi, j'aurais aimé que dans l'article 1 des candidats aux municipales, c'est on refait de Paris un des grands campus créatifs du monde. Parce que c'est plus le quartier latin aujourd'hui, c'est une grande partie de l'agglomération, avec en plus à la fois les sciences dites dures, les mathématiques, la physique, etc., au meilleur niveau mondial, hein. Les mathématiques en particulier,
mais aussi la culture, la littérature, les arts, etc. Là, il y a une carte magnifique à jouer. On n'entend pas beaucoup dire ça. Voilà, on n'entend pas beaucoup dire ça. Et les deux aujourd'hui sont pôle industriel et pôle industriel et technologique et pôle scientifique sont en plus profondément liés. Je voudrais donner un exemple je vais appeler les chicayas, un peu, franchement, anachronique à mon avis, hein. L'histoire de Saclay. Saclay, c'est un potentiel en soi qui est aujourd'hui considérable, hein, puisque c'est à peu près 15-18% de la recherche française, sachant que le Grand Paris c'est 40% et Paris Centre à peu près 20%. Voilà. Mais premièrement, ce pôle de Saclay n'a jamais réussi à se constituer comme pôle jusqu'à présent, parce que les gens étaient là les uns à côté des autres, hein, mais que dans l'imaginaire francilien, il ne pouvait pas y avoir d'autre pôle que Paris-Centre finalement. Hein. Le vrai pôle c'était Paris-Centre, puis Saclay c'était des bouts qui s'étaient délocalisés, d'ailleurs toujours pour les mêmes raisons, parce qu'il n'y a plus de place dans Paris-Centre pour faire un certain nombre de choses. L'ingénierie c'est quand même pas très commode, les grands équipements, voilà. Bon. Donc, première chose, il faut arriver à comprendre que la métropole est multipolaire. Deuxièmement, et donc ça c'est l'idée de base du projet de Saclay, c'est de dire, mais on est un pôle, mais on est un pôle pas isolé, et pas contre Paris-Centre, on est dans Paris, on fait partie de l'ensemble de Paris. Le fait qu'il y ait une querelle totalement anachronique entre la ville de Paris, la région, le projet de Saclay, pour dire, mais Saclay mange la substance du centre de Paris, quand vous regardez ça d'un peu de l'extérieur, parce que c'est totalement absurde. Alors bon, je crois que, enfin c'est absurde, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Je pense que dans le programme d'Anne Hidalgo, on va dépasser maintenant cette guéguerre qui est vraiment absurde quand on la regarde avec un tant soit peu de recul. Alors, est-ce que l'Europe a besoin de Paris? Je pense que oui. Enfin, je pense que l'Europe a besoin d'un réseau urbain très étoffé. C'est une des grandes forces de l'Europe quand même, d'avoir des villes qui sont à la fois patrimoniales, mais qui restent extrêmement attractives, vivantes, etc. Diversifiées. Hein, c'est pas la monotonie, disons, une certaine monotonie des villes qu'on peut trouver aujourd'hui aux États-Unis ou dans le monde émergent. Il y a des cultures différentes, c'est une richesse formidable. En même temps, l'Europe des villes n'existe pas vraiment, et pour reprendre cet exemple de l'université, il n'y a pas vraiment d'Europe des universités aujourd'hui. On pourrait avoir ça. Il y a eu des initiatives très intéressantes de Claude Allègre d'homogénéiser les cursus européens. C'est une très bonne chose. Il y a eu l'idée évidemment Erasmus, qui est une belle réussite, hein, parce que ça fait quand même circuler les étudiants. Bon, ils découvrent, je trouve ça c'est absolument formidable. Mais il n'y a pas l'Erasmus des profs et des chercheurs. Et moi j'ai toujours pensé que plutôt que de monter des monstres bureaucratiques de coopération internationale qui en fait marchent jamais vraiment très bien, les Français d'ailleurs répondent peu aux appels d'offres européens parce que c'est une bureaucratie, je parle en matière de recherche, parce que c'est une bureaucratie infernale, mais il n'y a pas, les profs, les chercheurs ne circulent pas vraiment entre les universités européennes. Parce que c'est très difficile, les systèmes sont très nationaux. Et là, c'est un handicap par rapport aux États-Unis, par exemple. La force des universités américaines, vous savez, le monde de la science qu'on vit nous est très concurrentiel. Et la force des universités américaines, c'est qu'elles ont un espace grand, vaste, avec un pool de talents qui n'est pas seulement les Américains, mais finalement tout le reste du monde, qu'ils arrivent à attirer. Et où les grands pôles universitaires, qui sont aujourd'hui cette plateforme industrielle universitaire, on sort aussi, hein, qu'on trouve à Boston, à New York, dans d'autres villes, dans le Colorado, évidemment la Silicon Valley. Ces pôles sont en concurrence les uns avec les autres. Et il y a un marché, alors bon, c'est le modèle américain, hein, il y a un marché des chercheurs, des enseignants-chercheurs, avec des dérives parfois, hein, dans des disciplines comme la finance ou le business,
c'est un peu comme le foot, quoi. Il y a un mercato, les gens sont trop payés, ça devient déraisonnable. Mais il y a quand même une concurrence et il y a ce grand marché, et ça c'est un élément de stimulation formidable qu'on n'a pas du tout en Europe. Donc l'université italienne, où il y a des gens formidables, est en train d'imploser. Hein. Tous les Italiens qui ont un peu de punch, ils s'expatrient parce qu'ils n'ont plus les moyens. Les universités anglaises sont pas mal, aussi ont été pas mal massacrées depuis l'époque de Thatcher. Les universités allemandes sont assez bureaucratisées. Les jeunes, d'ailleurs, ils ont mis en place des systèmes de fast track pour que les jeunes brillants puissent faire carrière, n'aient pas à attendre près de 60 ans pour être nommé professeur. Hein. Donc, mais il n'y a pas aujourd'hui, où vous allez dans les universités françaises, où vous trouvez des gens des pays émergents, vous ne trouvez pratiquement pas d'allemand, vous ne trouvez pas d'anglais, etc. Non, là, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire, et Paris pourrait être évidemment une des plateformes, un des nœuds importants de cette Europe des universités, qu'on n'a jamais essayé de faire en fait, hein, et ça m'étonne toujours. Vous savez, je défends cette idée que la France devient une seule métropole. Qu'au fond, Paris et les métropoles de province, aujourd'hui, vu de l'extérieur, c'est une seule métropole. Il y a des ouvertures sur l'Europe extraordinaires qu'on ne valorise pas assez. Ce n'est pas directement Paris, mais c'est le réseau français. Vous avez Strasbourg qui ouvre sur l'espace rhénan. Vous avez Lille, la métropole du Nord, qui ouvre sur tout l'espace des Pays-Bas, de la Hollande, enfin de l'Europe du Nord. Vous avez Paris qui ouvre sur Londres d'une certaine façon, un peu directement aujourd'hui par le tunnel et l'Eurostar. Vous avez Toulouse qui ouvre sur le monde ibérique. Vous avez Lyon qui devrait ouvrir sur le monde alpin, on espère, de l'Italie du Nord. Vous avez Marseille qui ouvre sur la Méditerranée, parce que je pense que géopolitiquement il faut qu'on pense l'Europe et la Méditerranée ensemble. Je pense que c'est absolument vital d'arrêter de penser l'Europe indépendamment de la Méditerranée. Pour moi, ça changerait beaucoup la perspective si on se disait notre espace géopolitique, c'est l'Europe plus la Méditerranée, avec tous les problèmes que ça pose, mais aussi, il y a un article merveilleux d'Ulrich Beck, qui a été traduit, publié récemment, qui disait au fond, il y a un patrimoine fantastique en Europe que l'Europe du Nord ne sait pas valoriser, qui est la culture méditerranéenne, quoi, qui est quand même quelque chose d'exceptionnel dans le monde et qui est partagé sur les deux rives et qui pourrait faire contrepoids un peu à cette Europe du Nord un peu austère et protestante qui occupe aujourd'hui tout l'espace. Enfin voilà, il y a toute cette réflexion à avoir. Donc c'est pas seulement Paris, c'est tout le réseau français qui devrait un peu jouer une espèce de plaque tournante de l'Europe, parce qu'au fond cette situation de connexion est tout à fait unique. On ne trouve pas ça dans d'autres pays. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a le grand sujet, c'est est-ce qu'on va en Europe vers des formes de spécialisation, ou est-ce qu'on va continuer à avoir de la spécialisation-intégration, ou est-ce qu'on va continuer à avoir comme ça des plaques nationales quand même qui coexistent. Ça, je pense que c'est un sujet absolument majeur. C'est vrai dans le domaine industriel. Vous savez, quand on a commencé à faire l'intégration européenne et puis notamment l'euro, des gens comme Krugman ont expliqué que ce qui allait se passer, c'est qu'on allait avoir une spécialisation européenne. Hein. Chaque fois qu'on a une monnaie unique et un espace de circulation, on a des spécialisations qui se créent. Au fond, il y aurait la grande région automobile européenne, il y en aurait plus 36, il y aurait la grande région pharmaceutique européenne, un peu comme aux États-Unis. C'est pas tout à fait ce qui s'est fait. C'est même assez loin de ce qui s'est fait, parce qu'en réalité, les différentes plaques nationales sont très intégrées. Et il y a toujours en Europe ce qu'on appelle des effets frontières, c'est-à-dire que les échanges, toutes choses égales par ailleurs, sont fortement diminués quand on passe les frontières. Ce n'est pas du tout un espace réellement intégré. Mais en même temps, on est quand même allé un peu vers ça, puisque par exemple, la divergence de trajectoire entre les pays déjà industrialisés, et en particulier l'Allemagne, et les pays du sud de l'Europe, c'est plutôt accru. Donc, vous voyez, Krugman n'avait pas tout à fait raison, mais il n'avait pas tout à fait tort non plus. Et pour les villes, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'il va se passer un processus où on va avoir progressivement un réseau de villes européen avec des grandes villes qui vont se spécialiser, ou quelqu'un, peut-être d'ailleurs, il pourrait y avoir quelque chose qui émergerait comme la capitale de l'Europe, hein, de fait.
des gens qui imaginent ce scénario, ou est-ce qu'on va rester avec des systèmes à la fois économiques et territoriaux et urbains plutôt juxtaposés. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est entre les deux. Je pense que les échanges à l'échelle européenne vont s'accroître. Hein. Paris rayonne pas seulement pour la France, c'est une ville qui a des contacts avec tout un tas de secteurs, de lieux un peu partout en Europe. Mais en même temps, c'est un des problèmes de la construction européenne, on a aujourd'hui quand même des intégrations économiques nationales qui sont très fortes et assez différentes. Hein. Moi, j'aurais dit, je pense que la France aujourd'hui, c'est comme une grande métropole, parce que tout ça fonctionne de manière totalement synergique. Il n'y a pas d'économie de Rhône-Alpes, tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'économie francilienne, il y a une économie française, territoriale, tout ça fonctionne en réseau. C'est un peu la même chose en Allemagne, mais sur un modèle complètement différent. Il y a pas en France, on a ce hub central qui est Paris. En Allemagne, vous avez un réseau de métropoles qui sont de plus en plus spécialisées et complémentaires, mais qui forment aussi une espèce de réseau. Francfort sur la finance, hein. Munich sur la high-tech dans un certain nombre de domaines, Hambourg évidemment sur la logistique, le portuaire et la presse. Hein. Les grands journaux sont souvent à Hambourg, pas tous, mais quand même forte concentration, etc. Et donc on a deux modèles. Le modèle espagnol est encore différent, le modèle italien. Est-ce que tout ça va un peu converger? Est-ce que tout ça va s'entremêler? Je crois que ça c'est une très grande question et qui est évidemment importante pour l'avenir du continent européen.